Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Licenciement massif dans les entreprises qui font des milliards de profits, un budget injuste porté par le gouvernement de François Bayrou qui demande toujours plus d'efforts aux plus précaires pendant que les plus riches continuent de s'enrichir. Et dans ce climat social sous tension, une extrême droite qui progresse toujours et encore plus. Un contexte explosif dont on va parler avec Muriel Guilbert, l'une des co-déléguées générales de l'Union syndicale solidaire. Alors que dit le syndicat face à ces entreprises qui sacrifient leurs salariés tout en multipliant les dividendes? Pourquoi le budget porté par Bayrou est-il considéré par Solidaire comme une machine à broyer les plus modestes? Et comment résister collectivement à cette montée d'une extrême droite qui, derrière un vernis social, propose en réalité une société d'exclusion et de répression? Que propose Solidaire pour le 10 septembre? Beaucoup de questions. On va tenter d'y répondre tout de suite avec notre invité. C'est l'entretien. Muriel Guilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord commencer par le vandalisme des locaux de Solidaire qui ont lieu en 2 semaines, de mi-juillet à fin juillet. Il y a tout récemment, c'était dans la nuit du 24 au 25 juillet, les locaux de Lorient qui ont été vandalisés. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Alors, les camarades se sont aperçus le lendemain qu'il y avait des tags sur les locaux de Solidaire, de la peinture, qu'il y avait aussi des serrures qui ont été forcées, des boîtes aux lettres vandalisées, avec des messages qui font référence à Pétain, des messages racistes. Donc, on n'a pas de doute sur l'origine, l'extrême droite, qui veut s'attaquer en fait localement, mais plus globalement à Solidaire. Et quelques jours avant, c'était les locaux de Brest qui étaient dégradés. Et en plus, ça faisait plusieurs semaines. Oui, alors là, c'est des autocollants qui disaient zone nationaliste, voilà, qui ont été posés partout sur les locaux, mais là aussi avec des dégradations de serrures. On voit que c'est un peu plus que juste mettre un peu de peinture, c'est la volonté vraiment de dégrader en fait les locaux de Solidaire. Et c'est pas nouveau, mais ça a pris une ampleur là cet été effectivement qui est assez inquiétante. Il y a aussi le local de Solidaire sur l'université de Pau qui a été cette fois-ci cambriolé. Donc c'est sûr, c'est un militant d'extrême droite qui en est à l'origine. Comment vous le savez? Alors là, il y a eu cambriolage effectivement des locaux de Solidaire étudiants-étudiantes sur le campus à Pau. Avec le matériel dérobé, des drapeaux, des choses qui devaient être distribuées aux étudiants et aux étudiantes. Et ça s'est su en fait par rapport à des images retrouvées sur les réseaux sociaux où des néo-nazis se vantaient en fait avec des photos des drapeaux piétinés, etc. Dans une espèce de mascarade, genre on a réussi notre coup. Il y a eu une arrestation d'une personne pour recel de matériel volé. Tout ça, c'est clairement signé par les mouvances d'extrême droite. Comme je disais, c'est pas nouveau en soi. Ça s'est multiplié quand même ces dernières années. Partout aussi, il y a eu aussi Lyon, Nantes, même sur notre siège au niveau national à Paris il y a 2-3 ans. Mais ce qui est aussi inquiétant, très inquiétant, c'est qu'il y a aussi des... Donc c'est pas nouveau, mais alors pourquoi ça s'intensifie selon vous? Alors, non, je voulais juste rajouter que ce qui est grave aussi, c'est qu'il y a des militants qui sont inquiétés, qui sont intimidés, où il y a eu des sortes de coups de force après les manifestations retraite en 2023, où il y a eu des gens qui ont été menacés directement, pas tabassés, mais quasiment. Et tout ça s'intensifie parce qu'on est dans un contexte global où les idées d'extrême droite, les idées racistes se banalisent fortement, où finalement on peut dire des choses
raciste. On peut désigner des boucs émissaires, les étrangers, les immigrants, les immigrantes, à longueur de temps sur les médias. C'est relayé par les hommes politiques. Et ça inclut même les lois sur l'immigration. Ils sont clairement racistes selon nous. Donc, quelque part, ça donne la confiance, comme on dit, à des gens d'extrême droite qui pensent que, du coup, ils peuvent aussi s'arroger le droit, en fait, de vandaliser, en fait, ceux et celles qui contestent ces politiques-là. Alors, on a parlé de l'extrême droite, on va également parler du budget de François Bayrou. Vous êtes très actif au niveau de Solidaire là-dessus. Il l'a présenté le 15 juillet, il a présenté tous les axes. Vous avez initié une pétition qui a récolté 300 000 signatures à ce stade-là, c'est bien ça, 300 000 Ouais, 315 000 quand j'ai regardé hier, mais je pense que ça va encore monter parce que je pense qu'à la rentrée, passer le temps des vacances, tout le monde va se rendre compte de ce que ça veut dire en fait ce budget-là, qui est délétère en fait pour les plus précaires, mais pas seulement en fait pour l'ensemble de la population, particulièrement pour les salariés, pour les retraités, pour les personnes qui sont malades. Ce lui veut communiquer pour vous, c'est une offensive envers les plus pauvres. Il n'y a pas d'autres mots ? En fait, depuis quelques années déjà, on a ce discours sur la dette qui culpabilise, qui dit pas possible de faire autrement et qui en fait légitime un certain nombre de mesures qui vont taper directement dans le portefeuille de ceux qui gagnent le moins. Je pense qu'on va reparler de l'assurance chômage. Il y a plein de choses dans ce budget. Justement, il y a tellement de choses il n'y a pas de redistribution, pas de justice sociale. Mais quelles sont les mesures qui vous ont le plus frappé ? Je pense que l'année blanche qui est décrétée, c'est quand même quelque chose qui touche tout le monde, en fait, qui va toucher tout le monde. Parce que ça veut dire pas de revalorisation des prestations sociales. Et là-dedans, on sait que là, effectivement, les plus précaires, ceux qui en ont plus besoin, les personnes handicapées, les étudiants, les étudiantes, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ceux qui sont au chômage vont se reprendre en plus la réforme sur le chômage. Donc cette année blanche, c'est vraiment le signe que tout le monde va perdre, en fait. Et puis qui dit année blanche dit gel du barème de l'impôt. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour les ça veut dire très concrètement qu'il y a des personnes qui vont rebasculer, qui étaient exonérées d'impôts auparavant, mais qui vont rebasculer. Qui vont changer de tranche. Qui vont changer, qui vont être imposées, clairement. Et ça veut dire qu'en gros, le dogme libéral dit à chaque fois qu'il peut qu'il n'augmente pas les impôts, mais là, en fait, c'est une augmentation déguisée. Alors, nous, Solidaires, on n'est pas contre une augmentation des impôts, mais pourvu qu'elle soit juste socialement, et là c'est tout sauf juste socialement, puisque malgré la petite contribution annoncée par Bayrou sur les hauts revenus, c'est rien par rapport à en fait ce qui pourrait être récolté, je dirais, avec une taxation des hauts revenus qui a été chiffrée, si on taxait ceux qui gagnent plus de 200 millions, en fait on récolterait les 20 milliards. Là, avec cette mesure-là sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu, tout le monde va payer un peu plus. Et ceux qui ne payent pas et qui sont exonérés, ce qui veut dire aussi qu'ils bénéficient de certaines aides parce qu'ils sont exonérés, ils vont devoir payer et ils risquent aussi de perdre certaines aides sociales en cascade. Donc là, c'est vraiment la chose la plus injuste. Je parlais aussi des fonctionnaires qui n'ont pas été revalorisés depuis des années. On a calculé que depuis 20 ans, en fait, c'est une perte de pouvoir d'achat, comme on dit, de 26% pour les fonctionnaires. Donc là, c'est encore un gel cette année. Et puis, on s'attaque du coup aussi au service public, puisque 3000 suppressions d'emplois, on va aussi dissoudre un certain nombre d'organismes de la fonction publique. Tout ça, c'est des fonctionnaires en moins. Et c'est pas un fétichisme du fonctionnaire qu'on a, c'est que derrière, ce sont des services publics qui marchent moins bien. Ce sont des services publics qui sont plus accessibles, y compris physiquement, de plus en plus. Et on sait que justement les services publics, c'est un élément fondamental en fait dans notre société et aussi par rapport à ce qu'on a vu sur le vote de l'extrême droite.
sur la possibilité d'avoir des territoires qui ne soient pas désertifiés et avec justement aussi du coup un vote de colère sociale qui rejoint l'extrême droite. Justement, quand parlons du public, on va parler de l'éducation, de l'hôpital, c'est deux secteurs qui nous ont beaucoup frappés. On a vu les effets du sous-investissement ces dernières années. Vous dites à Solidaire que ça va empirer. C'est quoi selon vous la ligne rouge ? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, les lignes rouges, elles sont dépassées, à mon sens, à notre sens, depuis un moment. Et d'ailleurs, on a l'information que les hôpitaux publics de Paris veulent se réunir en assemblée générale fin août, discuter des actions qu'ils veulent entreprendre. On sent que tout est à fleur de peau, en fait, parce que c'est du personnel soignant qui n'arrive plus à travailler correctement. Ça concerne l'hôpital, mais ça concerne aussi les EHPAD, ça concerne tout ce qui est le social, la psychiatrie. Les plannings familiaux. Voilà, on sait qu'il y a vraiment tout ce qui touche à la santé, en fait, ça touche l'ensemble de la population et on est presque étonné qu'il n'y a pas plus de réaction de la population par rapport à ça, par rapport à la maltraitance et aussi les risques mortels que ça veut dire derrière. Vous avez vraiment deux lectures différentes, Solidaire et Bayrou, parce que Bayrou, pour lui, il faut faire des économies sur le budget de la santé. Il va en faire 5,5 milliards, il me semble. Vous évoquez justement le risque d'un renoncement de soins à cause de cette austérité qui est proposée. Est-ce que vous craignez qu'on bascule vers un système de santé à deux vitesses où les plus riches peuvent se soigner, les plus pauvres ne peuvent pas? Je pense que c'est déjà en partie le cas. Comme je le disais, la désertification, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'aller ailleurs que si on est en province. Oui, il faut être véhiculé, il faut pouvoir payer l'essence. Il faut pouvoir trouver un médecin, il faut pouvoir accéder aux hôpitaux. On voit ce que ça fait aussi sur la fermeture des maternités, le nombre de naissances qui sont arrivées, qui sont dans les camions des pompiers. Il y a des conséquences très, très concrètes. Et c'est vrai que le cynisme de Bayrou sur le remboursement des soins de longue durée, ça c'est quelque chose qui est très choquant en fait, y compris c'est une espèce d'économie de bout de ficelle sur on va réutiliser le matériel qui sert à se déplacer par rapport aux personnes âgées, etc. Enfin, c'est vraiment ridicule. Alors que justement, ça lui permet de ne pas regarder en fait, ce qui n'a pas été fait sur la remise en cause, par exemple, ou le questionnement des niches fiscales, des niches sociales, des exonérations de cotisations sociales, sur les distributions d'aides aux entreprises qui ont atteint 221 milliards cette année, sans qu'il y ait en fait de conditionnalité sur l'emploi, sur l'environnement, sur des questions sociales. Donc il y a tout ça en fait qui focalise l'attention sur des petites choses, des petites économies, mais qui touchent grandement en fait le vécu et le quotidien de l'ensemble de la population. Ce qui veut faire avec la santé, c'est 5,5 milliards. Vous l'avez dit, les aides publiques aux entreprises, c'est 221 milliards, entre 210 et 220 en 2023. On a eu justement le sénateur Fabien Gay qui est venu en invité ici. Il a porté cette commission sur les aides publiques. Justement, qu'est-ce que vous en pensez ? On est content qu'il y ait ce genre de rapport qui puisse sortir et qui puisse valider ce qu'on dit depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, y compris l'intersyndicale à 8, ça fait maintenant depuis plusieurs années qu'on pointe cet élément-là des aides aux entreprises sans conditionnalité. On se souvient du fameux crédit d'impôt à l'emploi qui était équivalent à 15 milliards de distribués aux entreprises par an, y compris à des entreprises qui après ont fermé ou ont délocalisé. Donc, et sans parler de ce budget-là, en fait, il pointe certaines économies sur, je dirais, la vie des gens, le quotidien, les services publics qui vont être impactés. En passant, on augmente quand même le budget de la défense. On augmente le volet du ministère budgétaire du ministère de l'Intérieur.
on voit bien vers quoi, en fait, on oriente notre argent commun. Les thématiques qui sont aussi cruciales, on en sent un peu déjà les effets, enfin grandement les effets. Tout ce qui est en fait les efforts à faire sur le climat, les mesures à prendre assez radicales sur le climat, là il n'y a rien. Alors justement, il n'en a pas vraiment parlé justement non, il n'en a pas parlé du tout. C'est un non-sujet quoi. Donc je dirais que tout ce qui fait la vie sociale, tout ce qui fait notre avenir par rapport aux menaces des crises climatiques, y compris sur l'emploi, il y a zéro pensée là-dessus. Donc, on nous prône une société qui finalement va vers une militarisation, comme si aussi on nous met dans la tête, mais depuis un moment, Macron nous dit, de toute façon, voilà, on est en guerre. On était déjà en guerre avec le Covid. Là, effectivement, évidemment qu'il se passe des choses au niveau international et que la géopolitique a un impact sur tout le monde. Mais ce n'est pas le choix, en fait, de faire en sorte qu'on évite les guerres. Le choix, c'est on va gérer ça. On va gérer ça en augmentant le budget de la défense et puis en mettant plus de policiers dans la rue parce que c'est la répression, finalement, qui sera l'alpha et l'oméga de notre avenir. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu, même un petit peu dans ce projet, un moment où vous avez dit, bon, on n'en est pas encore, mais il y a une petite base. Il n'y a rien qui va? Il y a la seule chose, il a parlé de revoir les niches fiscales, mais bon, il n'a pas précisé lesquelles. Et je pense que ça aussi, c'est de chez Solidaire, justement, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on pense qu'il y a certaines aides qui doivent vraiment être revues. Des aides aux entreprises, principalement. Ce n'est pas tellement la remise en cause de l'aide ménagère, en fait, qui peut aider, notamment quand il y a On va juste redonner les chiffres pour que les téléspectateurs se rendent compte. François Bayrou veut faire 44 ou 45 milliards d'économies. Et les aides publiques aux entreprises, c'est 211 milliards et des aides sans condition. D'ailleurs, on l'a appris aujourd'hui, Novasco a été placé en redressement judiciaire. C'est justement une entreprise qui avait reçu des millions d'aides publiques. En fait, oui, ces grandes entreprises, elles viennent, elles bénéficient de cette politique qui table tout sur un investissement industriel, qui met ça en icône. Et après, pour les mêmes raisons dogmatiques, ces entreprises partent ailleurs, se délocalisent pour avoir un coût de production moindre et engranger encore plus de bénéfices. Parce que derrière ces aides aux entreprises, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est autant de dividendes ensuite qui sont distribués aux actionnaires. C'est 92 milliards de distribués cette année aux actionnaires du CAC 40 en France. Donc là aussi, et on n'a pas vu encore ce qu'avait annoncé... On comprend le cheminement de l'argent, en fait. L'État le donne aux entreprises qui licencient, mais qui distribuent aux actionnaires. Le ruissellement n'est pas du tout présent, comme l'avait annoncé Macron il y a quelques années. Au contraire, là, on serre la ceinture encore des plus pauvres. Alors, François Bayrou a également une autre idée pour ce budget, c'est la suppression des 2 jours fériés. Alors, les syndicats, les partenaires sociaux ont reçu une lettre vendredi. Déjà, est-ce que vous avez reçu cette lettre en tant que solidaire? Alors, non. On est dit non représentatif au niveau national. Du coup, ce gouvernement fait le choix de ne pas du tout nous consulter, alors qu'on a quand même 110 000 adhérents et adhérentes au sein de Solidaire. Les gouvernements en fait, successifs varient. Certains nous reçoivent quand même, certains non. Ce gouvernement Bayrou fait vraiment clairement le choix de penser que Solidaire n'existe pas. Alors qu'on est quand même représentatif aussi sur 35 branches professionnelles. Donc, c'est pas rien. Donc, déjà, on dirait un mépris. Sur les 2 jours fériés, il faut bien voir que là aussi, on veut gratter 4 milliards, mais c'est bien sur le dos des salariés. Parce qu'en fait... Ils vont travailler ces jours fériés. Voilà, ils vont travailler. Il y aura un reversement qui est prévu par les employeurs, mais on ne sait pas du tout à quel niveau. Donc, en passant, on pense qu'il va y avoir aussi un cadeau pour les employeurs.
pour faire passer le truc. Et puis parce que voilà, il faut produire, travailler. C'est toujours en fait ces dogmes-là qu'on nous inculque, qu'on nous rabat à longueur de temps sur les médias mainstream, on dira. Et ça, c'est des choses qui sont jamais remises en cause, alors que, y compris dans le discours de Bayrou sur la dette, il y a eu quand même des contre-vérités énormes. Là, on veut toujours culpabiliser chacun, se dire ah bah oui, je vais me serrer la ceinture, mais en gros, c'est pas pour le bien collectif. On m'explique que j'ai pas le choix, alors que les choix politiques, en fait, sont hautement là sur ces questions budgétaires. C'est pas juste on fait en sorte et puis on se sauve parce qu'on peut pas faire autrement. C'est clairement parce que on choisit de chercher l'argent voilà, sur ceux qui produisent, ceux qui travaillent, et pas du tout sur ceux qui engrangent le capital, on dira. Alors, on a un constat chez Solidaire. J'ai beaucoup de Français, une montée de l'extrême droite, un budget qui ne va pas du tout, une pétition qui a recueilli plus de 300 000 signatures, alors que vous le disiez, vous avez 110 000 adhérents, donc on a le triple de signataires. Donc on a envie de savoir qu'est-ce que vous allez faire chez Solidaire pour le 10 septembre, parce que FO s'est positionné, la CGT également, en tout cas quelques branches de la CGT se sont positionnées, ils appellent à manifester le 10 septembre. Quelle est votre position chez Solidaire ? Alors, d'abord, c'est juste préciser que la pétition, elle est intersyndicale. Donc, potentiellement, il y a beaucoup plus de signatures possibles. Là, je pense que c'est quand même l'effet vacances. Tout le monde, je pense, a besoin aussi de faire une coupure. C'est ce que je constate aussi. C'est que la population est complètement angoissée, en fait, par rapport à l'ensemble des mesures, aux questions de la guerre. Donc, pour moi, elle sera là. Elle sera au rendez-vous à la rentrée. Donc, la pétition, voilà, ce ne sera pas seulement les adhérentes solidaires, c'est beaucoup plus large que ça. On espère que ça fasse un effet un peu comme contre la loi du plomb qui a engrangé les 2 millions. On est loin pour l'instant, mais on pense que vraiment ça peut monter fortement. Et après, sur ce qu'on va faire, c'est des décisions démocratiques au sein de Solidaire. Donc, c'est pas encore décidé. Donc, ça commence à discuter, en fait, un peu partout. Je dirais sur les territoires, d'abord. Parce qu'il y a un ancrage visiblement un peu territorial de ce 10 septembre-là, pour l'instant. Vous n'avez pas peur de louper le train si vous vous positionnez trop tard ? Attendez, non, on va pas... En tout cas, par rapport à FO ou CGT ? Alors, FO a posé pour l'instant juste un préavis de grève. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils appellent en fait au 10 septembre pour l'instant. Il y a une intersyndicale le 1er septembre qui sera importante parce que là, on sera à 8 à décider est-ce qu'on part sur une date intersyndicale de grève, etc. Quand donc ça veut dire que lors de cette réunion, vous pouvez décider d'un autre jour que le 10 septembre ? C'est ça que ça veut dire ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Le 10 septembre, en fait, il faut voir que c'est une date qui a émergé et qui commence en fait à être, je dirais, un peu sur toutes les lèvres, en tout cas dans certains milieux militants et un peu plus aussi dans les médias. Nous, on se base à Solidaire sur le fait qu'on est toujours preneur de la colère sociale, parce que notre objectif, c'est bien que cette colère sociale, elle puisse déboucher en fait sur la satisfaction de revendications et de revendications qu'on porte depuis pas mal d'années. Donc, je dirais que pour l'instant, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est réunir l'ensemble des organisations de Solidaire. Il y en a quand même 55, fin août, parce qu'on pense qu'il faut cette discussion collective et qu'elle est importante pour nous au sein d'une organisation de respecter cette démocratie interne, parce que si on décide d'y appeler, c'est clairement mettre tous nos moyens à la disposition d'une réussite d'une date. Voilà. On est clairement sur la nécessité d'avoir une mobilisation importante, massive. Et unie. Et on a en tête quand même ce qui s'est passé sur les retraites, où on avait une mobilisation importante et unie pendant presque 6 mois, mais où Macron a réussi à finalement ne pas faire ce que demandait en fait l'ensemble de la population. Donc on pense à Solidaire que la question de la grève, elle n'est pas anodine dans ces mobilisations et qu'elle devra être pensée aussi
si on veut faire basculer des choses clairement en termes de partage des richesses, de justice sociale. Donc on voit pour l'instant le 10 septembre voilà, avec la bienveillance, je dirais, de Solidaire, parce que nous, on s'est toujours considéré comme une organisation qui est un outil au service évidemment de valeurs et de revendications, et que tous ceux et celles qui veulent se servir de cet outil sont bienvenus. Voilà, donc c'était notre position notamment par rapport aux Gilets jaunes, à la période où il y avait les Gilets jaunes. Bon, je pense que ce mouvement n'est pas forcément dans la même mouvance. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont encore se dessiner là dans les semaines qui viennent. On n'a pas encore non plus de précision sur les véritables modes d'action qui vont être mis en œuvre ce 10 septembre. Mais en tout cas, pour nous, le fait qu'il y ait de la colère sociale et que ça monte et que ça s'organise et que ça s'auto-organise même, pour nous, c'est plutôt une chose positive à ce stade. Et est-ce que chez Solidaire, on a peur que l'extrême droite s'accapare un peu ce mouvement, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes ? Alors, je pense qu'il y a eu déjà des tentatives de prise en main par l'extrême droite. Évidemment que nous, on n'appellera pas un mouvement qui dirait, par exemple, que faut sortir les immigrés, que c'est ça la solution, ou qu'il faut établir la préférence nationale. Et hors de question. Il semblerait qu'on ait plutôt passé de certains groupuscules, enfin, je sais pas, peut-être pas, faut pas les appeler groupuscules, mais enfin des appels qui n'étaient pas très clairs. Mais c'est vrai que c'est encore un peu maintenant fou, quelque chose qui semble être plus justement à affirmer des valeurs et justement à mettre des lignes rouges par rapport à ce que porte l'extrême droite. Mais on sait aussi que l'extrême droite, et on a vu les derniers votes, il puise aussi son électorat largement. Donc on pense qu'il y a aussi des personnes qui ont voté extrême droite, mais qui ne sont pas forcément dans la mouvance extrême droite, être dans le racisme, etc., qui pourraient se sentir concernés par ces questions-là. On sait qu'il y a la colère sociale, elle est multiple. Maintenant, pour nous, les lignes rouges sont claires. Solidaire, on a bien vu aussi ce qu'on se prend comme dégradation et comme par l'extrême droite et puis comme menace. Pour nous, il y a de question de participer à quelque chose qui aurait une coloration extrême droite. Alors, avant de finir cette interview, on va parler de vous et de votre co-déléguée, Julie Ferrua, qui est également venue ici aux médias dans le cadre du Journal des Luttes. Donc, ce sont 2 femmes à la tête de Solidaire. Et pour ça, vous avez dû changer les statuts. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé, cette histoire. Alors déjà, on a été, je pense qu'on est un des seuls syndicats au niveau national à être en binôme. C'est aussi un choix là qui est assez récent finalement, parce que le binôme, ça permet aussi qu'il n'y ait pas une surreprésentation sur une personne du syndicat. Et ça s'est passé dans le sens où on a considéré que finalement, lors de notre dernier congrès, pour nous, le fait qu'il y ait à minima une femme, c'était ça la règle qui devait s'imposer. On allait au-delà de la parité homme-femme en se disant à minima une femme co-représentante de Solidaire, ça veut dire que ça peut être 2 femmes. Ça peut être aussi une femme avec une personne qui est non binaire. En tout cas, pas 2 hommes. Non, pas 2 hommes, parce qu'on est encore dans un système patriarcal et que il y a encore des conséquences évidemment, y compris en termes de symboles, de représentation sur la présence des hommes à la tête des syndicats, même si ça a nettement évolué aussi. J'ai fait une petite tribune qui s'appelait « Je ne veux plus être la seule sur la photo » parce que la première photo qu'on avait faite lors du mouvement retraite de 2023, j'étais la seule femme sur la photo. Là, ça a bien évolué puisqu'il y a d'autres... il y a Sophie Binet et Julie Ferrua. Il y a Julie Ferrua, il y a Maryse Léon et il y a Caroline Chevet de la FSU. Donc maintenant, on est une intersyndicale majoritairement féminine. Et je pense que c'est au-delà du fait du symbole, je pense que c'est aussi donner le signe en fait, que ce soit dans les syndicats, mais les associations, les organisations,
que la représentation, elle peut être assurée et elle doit aussi être assurée par les femmes, et que ça envoie un signe vraiment positif sur la mise en œuvre de ce qu'on prône sur les questions féministes. Muriel Guilbert, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour cet entretien. Merci. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette interview. Merci de nous suivre sur Le Média et excellente journée.